Et c'est déjà un nouveau numéro du Club de la Presse. Bonsoir, soyez le bienvenu autour de la table. 4 chroniqueurs avec Anaïg Haute, France Bleu. Bonsoir Anaïg. Bonsoir. À vos côtés, Cédric Rouillon, RCF Jéricho-Moselle. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Donc bonsoir. c'est l'équipe radio. On va dire ça. Voilà, l'équipe radio, je vous ai coupé, vous vouliez dire bonsoir. Non, je voulais saluer les téléspectateurs. Très bien, de TV, voilà. quand même. Évidemment, c'est votre petit côté chrétien, très bien élevé. En face, la presse plutôt écrite, avec Sylvain Villaume, Court-Circuit, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Hervé Boggio, le Républicain. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Hervé. Voilà, c'est parti, tout de suite les coups de cœur ou les coups de gueule des chroniqueurs. Et il me semble, si je suis bien informé, qu'il n'y a que des coups de cœur aujourd'hui. Et on commence avec vous, Cédric Rouillon, à propos d'une exposition à Pompidou-Metz. Alors un atelier en fait, parce que je vous le disais un peu en marge de l'émission, j'aurais bien aimé parler de l'exposition de Suzanne Valadon, et je crois que notre chère Chantal Delatouane l'a fait la semaine dernière. Donc on ne va pas faire de la redite, même si l'exposition est magnifique. Mais c'est plutôt à dire, quitte à aller voir Suzanne Valadon à Pompidou, j'invite aussi les téléspectateurs à descendre, vous savez, dans la petite annexe, le tube, alors il a un nom, mais je l'ai un peu oublié, dans lequel on peut voir un atelier proposé par Kim Soon-ja, l'artiste qui est connue maintenant à Metz, coréenne, et qui est bien connue à Metz parce que on lui doit les derniers vitraux de la cathédrale. Alors c'est une artiste avec un univers très minimaliste, très conceptuel, on le voit à l'image, avec un vrai travail sur la matière, sur les couleurs. Voilà. En l'occurrence à la cathédrale c'est le cas. Et dans cet atelier qui est proposé à Pompidou, on garde cette idée de la texture du travail, et les participants sont invités en fait à manipuler des boules de papier de riz, à les plier, les déplier et à les attacher pour former un peu, vous savez, un décor un peu de blanchisserie ou de linge qui sécherait, qui serait animé par le mouvement des personnes. Et je trouve que c'est une belle proposition justement en marge de la belle peinture où on convoque les Renoir, les Degas avec Suzanne Valadon, avoir aussi cet artiste-là qui travaille sur l'implication, le travail, où on est vraiment dans l'art contemporain. Je trouve que le Centre Pompidou nous fait vraiment un beau package. Est-ce que quelqu'un est allé sous ce tube atelier ? Pas encore. Pas encore, donc voilà, ça nous donne envie d'y aller. Et en tous les cas, Cédric, si jamais je cherche un chroniqueur culture, je saurai vers qui me tourner pour Moselle TV. Alors, Sylvain Villaume... Si vous cherchez un météorologue. Oui, si je cherche quelqu'un pour me faire la météo, je peux me tourner vers vous, puisque visiblement vous avez le sourire, car le printemps est plus ou moins arrivé. Ça dépend du jour de la semaine. Il arrive poussivement et ça dépend des heures, même, effectivement, mais dans cet afflux d'actualité assez triste, voire pire parfois, j'ai eu envie de plutôt me contenter de regarder les cerisiers qui fleurissent, les magnolias, les premières asperges qui arrivent, alors très très poussivement, puisqu'il faut du soleil et un peu de chaleur, donc les asperges locales ne sont pas, commencent seulement à être là, mais je trouve que effectivement dans cette actualité morose, se contenter de prendre en photo, pour ne rien en faire de ces photos en plus, de prendre en photo un cerisier en fleurs, ça suffit à être heureux. Il faut des fois penser à regarder la nature tout simplement. Oh, c'est beau. Et puis en plus, évidemment c'est pas un printemps comme on en a connu quelques-uns ces dernières années, plutôt chaud et sec, mais on se console même de la pluie en se disant que ça fait du bien aux nappes phréatiques, donc même ce qui pourrait être désagréable, on y trouve quand même une utilité, donc tout va bien. Merci Sylvain Villaume. Donc, on est bien avancé. Le monsieur météo. Non, mais la semaine dernière, on a eu Philippe Buron-Pilatte qui nous parlait de traverser la Meuse à 90 km/h. Donc voilà, vous étiez à sa place d'ailleurs. Donc je pense que c'est la place qui fait un peu le style de chroniqueur. D'accord. Ouais. D'accord. Anaïg, encore un coup de cœur, puisque vous avez un coup de cœur pour des joueuses. Voilà, et peut-être le titre dès ce week-end pour le Metz Handball qui joue contre Celles-sur-Belle, c'est dans les Deux-Sèvres. Enfin, c'est le match est à Metz. Et voilà, c'est peut-être le titre dès ce week-end, le 25e. En même temps, derrière, on a Budapest qui se profile, qui a une autre échéance importante. Voilà, c'est un coup de cœur pour l'équipe qu'on adore suivre.
voilà, qui nous fait vivre des beaux moments. Là, on voit le match, c'était aux arènes, le dernier match de championnat contre Brest qui s'est soldé par une victoire des Messines. Mais vous avez raison, cette équipe est incroyable. Là, il faudrait que nous on gagne, que Brest perde pour être sûr mathématiquement d'avoir le titre. Mais même si Brest gagne, ça paraît très compliqué. Brest qui a perdu d'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu le handball féminin, qui a perdu contre Nantes. Et c'est plutôt les Neptunes de Nantes maintenant qu'il faut surveiller, puisqu'elles pourraient, au cas où, si Metz venait à perdre tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, mais ça n'est pas possible, pouvoir remporter le titre en cas de victoire pour les Nantais jusqu'à la fin du championnat. Ce qu'on imagine difficilement quand même, compte tenu du niveau pratiqué par les joueuses de Metz Handball. 25 titres de champion de France, ça parle quand même, puisque c'est l'équipe de sport collectif la plus titrée en France. Absolument. C'est beau ça. Ouais. Et ça sent bon encore cette année. Oui, ça sent bon, ça nous fait plaisir. Alors Hervé, vous êtes satisfait de la fin du retrait de points en 2024 pour les petits excès de vitesse. Vous allez faire bondir votre voisin qui, à chaque fois que je suis ses posts sur Facebook, il s'en prend aux automobilistes. Oui, alors en même temps, je comprends parfaitement la polémique qui est née immédiatement après l'annonce, mais ça me semble tout de même, pour une fois, je suis d'accord avec Gérald Darmanin, une fois n'est pas coutume. La fin de ce retrait de points, ça me semble corriger finalement quelque chose qui était relativement injuste, parce que mettre sur le même plan, en tout cas sur le plan du point de vue de la sanction, des gens qui sont simplement distraits à 1 ou 2 km/h près, et des gens qui sont déjà 20 km/h. Un peu plus d'1 ou 2 km/h. Non, mais 1 ou 2 km/h, vitesse retenue. Oui, à la fin. Vitesse retenue, bien entendu. On parle de la vitesse retenue. D'ailleurs, le point ne sera pas retiré uniquement à partir de 5 km/h au-dessus, vitesse retenue. Donc on reste sur quelque chose de raisonnable. En plus, je pense que ça va être expérimenté, et si ça devait avoir un impact extrêmement négatif sur la mortalité, ça serait évidemment immédiatement retiré. Enfin, il y a plus d'un excès de vitesse sur 2 constaté en France était de ce type-là. Donc, en sachant que l'amende reste, évidemment. Absolument, l'amende reste, et elle peut être, alors évidemment en fonction du niveau de revenu des uns et des autres, mais elle peut être également dissuasive. Alors je vous laisse 30 secondes, Sylvain Villot, mais pas plus. 30 secondes, j'ai vu votre regard. Mais pas plus. Non, c'est pas les voitures qui circulent qui me gênent autant que celles qui stationnent sur les trottoirs, au mépris de plein de gens. Voilà, Non, mais il faut bien une limite, sinon on va pouvoir repousser. Je pense que cette mesure va donner de l'eau au moulin d'un automobiliste, d'un habitant que j'ai entendu récemment dans une réunion publique dire qu'il fallait arrêter avec les zones 30 et revenir à 50. Bon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin puisque nous avons 2 sujets et ce n'était pas le sujet du jour, mais on pourra peut-être en parler dans un prochain numéro. Allez, tout de suite, on prend non pas la voiture, mais le train. Quelle transition incroyable. Alors, Metz-Lyon par le rail, retour dans quelques temps, en 2024 d'ailleurs, comme pour l'information préférée d'Hervé Bougio cette semaine. En 2024, retour d'un train en direct pour aller de Metz à Lyon, mais avec des rames de TER pour commencer. Ça prête à sourire, même si au départ c'est une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle dans l'absolu, on est d'accord, tout ce qui va dans le sens de meilleure circulation, et notamment par ce moyen-là, mais énoncé comme ça a quand même l'air d'une blague. Oui. Fin 2024, 4h30, Metz-Lyon, dans une rame de TER. Je voudrais qu'on m'explique où est l'argument pour prendre le train. Voilà. C'est simplement le constat que je fais, avec son corollaire qui est... on mesure, j'en ai malheureusement le sentiment, une fois de plus, l'effacement de notre région sur la carte, en tout cas vue depuis Paris. Ça me semble en être un symptôme, et c'est navrant. Sylvain Villot, est-ce qu'il faut se satisfaire néanmoins de cette nouvelle qui a été annoncée par la préfecture de la région Grand Est suite à du lobbying, il faut le dire, de Mathieu Klein quand même, qui est Mathieu Klein au titre de sa présidence du Sillon Lorrain. Voilà, donc qui a tout fait pour alors surtout que la ligne Nancy-Marseille, en passant par Lyon, soit plus direct. Je rebondis juste un instant sur ce que disait Hervé sur l'effacement de notre région à l'échelle nationale, mais on peut aussi inverser la chose et se dire que c'est aussi dommage pour Lyon, et notamment pour les acteurs du tourisme lyonnais qui sont privés d'une clientèle importante, parce que Lyon est typiquement une destination intéressante pour nous qui allons passer de longs week-ends dans des capitales européennes. Mais en fait, Lyon est une ville hyper intéressante où on
peut passer 4-5 jours sans s'ennuyer. Ça vaut beaucoup plus que l'arrêt sur la route des vacances. Et évidemment, c'est assez dissuasif de se dire qu'on est obligé de prendre la voiture pour y aller, surtout qu'une fois à Lyon, la voiture, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux. Donc c'est assez dissuasif. L'impression surtout un peu étrange avec cette histoire-là, c'est que je vous rappelle qu'en 2018, quand cette ligne a été supprimée, c'était provisoire. C'était provisoire pour 5 ans. C'était censé être le temps d'importants travaux en gare de Lyon-Pardieu, je crois, ou Perrache, mais Lyon-Pardieu, je crois. Et c'est vrai que ce provisoire qui a des allures d'éternité, ça pose effectivement des questions. La SNCF ne joue pas son rôle d'organisation des transports de façon, j'allais dire, équitable. Oui, et puis après, en plus, moi je me dis, bon là on met via TER, on va se dire, après personne va le prendre parce que ça va pas être terrible, et après on va dire, bah vous voyez, personne ne prend cette ligne, et après on va nous dire, bah du coup, finalement, on peut refermer parce que c'est pas utilisé, et on vous prouve que c'est pas utilisé, alors qu'on met pas les conditions pour que ce soit utilisé correctement. C'est ça aussi le problème qu'il y a derrière. 4h30 en TER, est-ce que quelqu'un a déjà pris le TER, ne serait-ce que plus d'une heure assis? Ce ne sont quand même pas les mêmes conditions de confort qu'un TGV, même si les TER dernière génération parce qu'il y a pas toujours sont des confortables. Mais c'est pas, on est ni sur un corail nouvelle génération, ni a fortiori sur un TGV. Et ce sont des rames prêtées par la région. C'est surtout ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que la SNCF n'a même pas une ou deux rames de TGV, comme diraient les jeunes à la cantine, en rab, mais à prêter pour. Les jeunes disent plus ça. Alors les jeunes de mon âge, c'est quand même incroyable. Ce sont des rames qui sont prêtées en attendant que peut-être la SNCF mette du matériel à disposition. Mais ça raconte beaucoup de choses de la géopolitique du rail. Moi, je me rappelle d'un entretien avec David Valence, le député des Vosges aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé au titre de la région sur ces dossiers-là, et qui nous expliquait aussi que, notamment au niveau de Lyon et de la région Aura, il y avait une sollicitation vers les autres régions. Aujourd'hui, Lyon, c'est un goulet d'étranglement pour le rail, et donc il y a la question de qui paye, notamment les fameux travaux autour de la gare Lyon-Pardieu. C'est pas simple. Est-ce que c'est aujourd'hui au Grand Est d'investir dans non seulement les rails pour rejoindre Lyon, je crois que c'est un budget de l'ordre de 300 millions, et en plus de contribuer aux travaux structurels de la région Aura pour bénéficier d'une espèce de bien commun. On est vraiment sur le millefeuille administratif comme on l'aime. Mais 300 millions, ça paraît rien, puisque je vous rappelle quand même que Clément Beaune, qui est venu il n'y a pas très longtemps visiter la toute jeune gare de Voipy, un peu d'ironie, a annoncé quand même le plan que Madame Borne avait cité quelques jours avant, c'est 100 milliards d'euros pour le train en 2040. Donc 300 millions, 100 milliards, je pense qu'il en reste un peu. Les bénéfices de la SNCF en 2022 ont été multipliés par 2,7 par rapport à 2021, où certes on voyageait beaucoup moins, mais ils s'élèvent à 2,425 milliards d'euros. Donc effectivement, après, est-ce que la vocation de la SNCF serait justement pas de gagner un peu moins d'argent et de proposer une offre de service un peu meilleur? Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Il y a le levier du prix derrière. On se posait la question de l'intérêt de qui va prendre ce train-là. Quitte à voyager dans une rame de TER, on peut au moins imaginer que le prix soit plutôt aligné sur les TGV inouïs, comme on dit maintenant, que sur le haut de gamme. Et puis tout ça tombe aussi, pardon Hervé, à un moment, je crois que c'est France Bleu qui a mis l'information en exergue sur le nombre de trains supprimés en raison de la grève. Donc tout ça n'est pas très bon pour l'image de la SNCF. Tout à fait honnête, rendons à César, ce sont les journaux luxembourgeois qui ont sorti ce chiffre en premier, parce que c'était sur une demande, il me semble que c'était un peu plus de 1500. Ce sont les journaux luxembourgeois qui ont réagi à une question d'un ministre qui posait la question, qui nous a enfin donné ce chiffre, parce qu'effectivement on avait l'impression, nous au quotidien, qu'il y avait plein de trains supprimés. Quand on voit le chiffre, plus de 1500, c'est hallucinant, et là la galère des frontaliers, elle est totale aussi. Je vous ai coupé, Hervé. Je voulais simplement rebondir sur ce qui était dit sur la vocation de la SNCF. Je crois qu'avec les contours de la solution, je mets solution entre guillemets, qui est proposée fin 2024 sur le Metz-Lyon, on a malheureusement des éléments de réponse déjà là-dessus. En sachant que sur le trou, je ne sais plus quelle expression vous avez utilisée, sur le Grand Est ferroviaire, n'oublions pas quand même que la ligne TGV Est a été la première financée par les collectivités et non pas par la SNCF en direct. Donc voilà, et c'est aussi ça qui est intéressant de voir, c'est que si on ne met pas l'argent, oui, nous n'avons pas le train à grande vitesse. C'est ça. Le dessin de l'Indingre sur ce Metz-Lyon, je vous propose de le voir. Si on remonte en première division,
on ira voir OL Metz avec un bon bilan en carbone, disent deux supporters messins. Voilà l'Indingre qui suit toute l'actualité, même sportive. Merci beaucoup. C'est évidemment tout le mal que l'on souhaite aux Messins. Tout à l'heure, on parlait de Metz Handball face à Celles-sur-Belle. Ça paraît plus simple sur le papier que le déplacement à Saint-Etienne pour le FC Metz. Mais bon, en tous les cas... Je pense qu'il est plus facile d'être 25 fois champion de France de handball féminin que de remonter en Ligue 1 de football. J'ai cru que vous alliez nous faire la citation de Carman dans le film des On peut aimer 1000 fois une personne. Voilà. Mais... On peut tromper une personne 100 fois, etc., etc. Allez, on passe au deuxième thème de ce club de la presse. Nous allons parler électricité alors que Cattenom a reconnecté l'unité 3, c'était au début de la semaine, de sa centrale, et bien pas loin de là. L'Allemagne a débranché toutes ses centrales nucléaires. Comme diraient les jeunes, alors je ne sais pas si Anaïg Aude va encore me mettre un petit tacle, comme diraient les jeunes, 2 salles, 2 ambiances. Le nucléaire est une énergie d'avenir selon le gouvernement français, mais pas tout à fait de l'autre côté du Rhin. C'est un peu bizarre, non, comme timing, puisqu'il y a quelques kilomètres seulement qui séparent les deux pays. Alors, j'ai pas les noms elles sont 3 les centrales allemandes, mais 3 exactement à être mises à l'arrêt. Donc Fertig pour le. J'ai vu les noms, mais alors c'est assez compliqué à prononcer quand on n'est pas germanophone, ce qui est mon cas. Donc je vous laisse faire. Hein. Oui, je vais retrouver. Alors, je les ai. Voilà. Alors, c'est le réacteur d'Isar en Bavière, d'Emsland en Basse-Saxe. Alors celui-là est plus compliqué dans le Bade-Württemberg, Neckartswertheim. Voilà. Ça fait beaucoup de points au Scrabble. C'est quand même assez étonnant, quand même 2 informations qui tombent quasiment le même jour. Oui. C'est leur télescopage qui est étonnant, parce que bon, voilà, l'Allemagne va au bout d'une décision qui a été prise de manière assez ancienne maintenant. Ce qu'il faut surtout souligner, à mon avis, c'est le choix qu'assume manifestement la République fédérale d'Allemagne de passer pendant une période de transition qui est pour le moment indéfinie, à une utilisation des énergies fossiles qui, elle, va être scandaleusement élevée. Moi, c'est plutôt ça qui attire mon attention. En fait, c'est surtout ça, que l'Allemagne fasse le choix de se passer du nucléaire, certes, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop rapide, puisque la période transitoire, ça va être l'utilisation du gaz et du charbon, et évidemment l'achat de nucléaire français ou d'autres provenances. Et c'est ça toute la question en fait qu'il y a derrière, entre la volonté qui est là, qui est réelle, et après si c'est effectivement voilà, nous ce serait très beau aussi nous qu'on dise voilà, on met moins de nucléaire et après on rallume Émile Huchet quand il y a besoin au coup par coup. Enfin voilà, c'est pas non plus ça s'est fait aussi pour rallumer Émile Huchet. Non mais c'est ça, mais ce que je veux dire c'est que quand c'est pas assez préparé, c'est qu'on se retrouve à faire des solutions qui ne sont pas non plus satisfaisantes. Oui, mais rien ne pressait le chancelier Olaf Scholz, qui avait, en octobre, je crois, dit qu'il allait prolonger l'utilisation des centrales nucléaires. Et puis, quelques mois plus tard, c'est alles geschlossen, tout à coup. Donc, c'est assez étonnant, Cédric. C'est... D'autant plus que tout le paradoxe de l'énergie verte, du renouvelable, c'est que ça reste intermittent dans tous les cas. Et même dans une projection où on est sur plus de 80% d'énergie renouvelable dans le modèle allemand à venir, on sait que dans ce modèle-là, il y a besoin d'une énergie de compensation et bien souvent, là en l'occurrence en Allemagne, c'est le charbon aujourd'hui. On pourrait imaginer que ce soit du gaz, mais même... Est-ce que le biogaz il y a beaucoup d'interrogations dans une projection facile à faire où le choix européen c'est la voiture électrique, où on va vers ce type de production. Ça semble compliqué à tenir. Sylvain. Il faut nuancer un peu sur le charbon parce que, alors, effectivement, rien n'obligeait l'Allemagne à poursuivre sur la voie du charbon. Je crois que la fin du charbon a été programmée, c'est assez large, entre 2030 et 2038 en Allemagne. Et effectivement, d'ici là, les Allemands continuent à y avoir recours, mais la part du charbon dans le mix électrique était de 50% en 2000, il est plus que de 31% aujourd'hui. Alors, il n'est plus que, ou il est encore ou alors il est encore de. C'est sûr que la part
des énergies fossiles est trop importante. L'autre nuance par rapport à l'Allemagne, je ne suis pas l'ambassadeur d'Allemagne en France, mais non. Et je pense que la barrière de la langue va être un obstacle. Il est possible que je postule davantage au consulat d'Italie. L'Allemagne a tiré un trait sur l'exploitation de la fission nucléaire, mais pas sur la fusion nucléaire. Vous connaissez la différence, la division d'un atome lourd en 2 atomes légers pour ce qui est de la fission, et l'inverse pour ce qui est de la fusion, qui vise à reproduire sur Terre l'énergie du Soleil. Et dans ce domaine, la recherche allemande est à la pointe, avec des investissements assez considérables et avec des projets déjà assez concrets. Donc il ne faut pas non plus caricaturer la position allemande, même si effectivement ce choix de la transition avec du charbon plutôt que de poursuivre avec une transition nucléaire est un peu étonnant, mais on connaît aussi toutes les difficultés de l'Allemagne par rapport à ces sujets-là, enfin des Allemands par rapport à ces sujets-là. Une dimension politique. C'est ça, une dimension politique, historique, sociétale. Évidemment. Nous sommes à Cattenom, nous étions dans la salle de commande et nous sommes avec des images quasiment historiques, puisque vous l'avez vu une fraction de seconde, les 4 unités étaient en service, ce qui n'est pas le cas puisqu'elles ne sont que 3. Revenons aussi à ce rallumage, j'allais dire, du réacteur numéro 3. 390 jours à l'arrêt, plus d'1 an à l'arrêt pour ces fameux travaux, vous savez, sur la corrosion sous contrainte. C'est énorme. Ah oui, c'est historique, n'hésitons pas. C'est la première fois. Les difficultés du parc nucléaire français sont tout à fait historiques également. Donc là se pose, on vient de dire un peu de mal des Allemands, là se pose aussi toute la difficulté des choix qui ont été opérés en France, où on n'a pas renoncé au parc nucléaire. Mais on n'a peut-être pas consenti les investissements qui s'imposaient pour pouvoir le prolonger dans de bonnes conditions. Des problèmes de planification et en fait de vision, tout simplement. En fait, on était sur le chemin du renoncement, tout clairement. Et on l'a, je crois que c'est cette semaine, on a annoncé un besoin dans la filière nucléaire de 100 000 créations d'emplois. Alors ça peut être vu comme une bonne nouvelle dans l'absolu, mais puis on voit aujourd'hui ce qui se passe sur les marchés de l'emploi. Est-ce qu'on est en capacité de former, de structurer une nouvelle filière? Des savoir-faire qui sont complètement à reconstruire aussi. Ouais. J'aurais voulu vous entendre, mais le temps est compté, puisqu'on parle du nucléaire et les Allemands n'en veulent plus, mais nous, Français, voire Mosellans, nous ne voulons pas d'éolien, puisque sur le site du Banc Saint-Jean, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même, parce que c'est un site historique et patrimonial important où 300 000, je crois, soldats soviétiques sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça aurait été dommage. Là, on ne veut pas d'éolien, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, on ne veut pas non plus de photovoltaïque, alors que ce soit à Mercy ou ailleurs, mais c'est toujours la difficulté, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, on veut supprimer quelque chose, mais on ne veut rien pour le remplacer. Et puis on ne veut pas non plus trop d'enfouissement des déchets nucléaires à proximité de chez nous non plus. Tout en consommant, si possible, plus d'énergie. Oui. On est tout à fait cohérent. Oui, c'est ça. Alors nous avons perdu, pour ne rien vous cacher, Anaïg, mais je crois qu'elle a retrouvé sa voix. C'est en fait Anaïg rentrée avec nous. Vous allez voir le dessin de Lindingre. Ce serait dommage de perdre Anaïg définitivement. Voilà, Cattenom rebranche l'unité 3. Yann Lindingre a fait son dessin avec évidemment les couleurs. Nous, les Allemands, ça ne nous inquiète pas. Si ça pète, le nuage ne passera pas la frontière. Petite référence pour les plus jeunes à ce qui s'était passé avec le fameux nuage de Tchernobyl qui n'avait pas passé la frontière d'après les experts les experts météo dont vous êtes d'ailleurs. Évidemment, vous laissez entendre que Yann nous avait expliqué dans les années 80 qu'il n'y avait aucune chance pour que le nuage passe par chez nous. C'est intéressant, c'est dans les deux sens d'ailleurs, parce que quelque part les Allemands, qu'ils le veuillent ou pas, assument le risque nucléaire aussi un peu, et de notre côté, on assume un peu aussi la pollution liée aux nuages carbonifère venu d'Allemagne. La citation du jour, messieurs, je vous la fais découvrir, madame aussi, madame et messieurs, c'est spécial dédicace pour Sylvain Villaume. Le printemps est la période de l'année où c'est l'été au soleil et l'hiver à l'ombre. Ça n'est pas tout à fait faux. C'est un romancier dont le prénom est celui d'un tout nouveau souverain britannique. Très bien. Charles Dickens. Bien, bonne réponse. Ah, heureusement, je vous l'ai tendu parce que vous êtes un grand lecteur. En fait, c'est grâce à Charles que donc je cherchais et je disais ça pouvait pas être Charles Maurras. Vous attaquez régulièrement les automobilistes, mais vous défendez aussi les auteurs sur votre compte Facebook. Les automobilistes. Oui, je sais. Ceux qui se servent mal de l'automobile. Voilà, c'était Charles au mépris des autres. Je vous remercie d'avoir trouvé. Je suis très vraiment quelle gratitude pour avoir trouvé le nom de l'auteur, donc Charles
Dickens, évidemment, grand romancier 1812-1870. Voilà, c'est la fin déjà de ce Club de la Presse et nous allons nous quitter avec un générique revu et corrigé spécial Sylvain Villaume également. Bonne semaine, à la semaine prochaine.